Bismillah. Assise en face de l'homme en uniforme, qui imposait autant par sa stature que par le nombre de ses galants dorés, Jessica avait pris cette posture de petite fille bien élevée que ses parents lui avaient enseignée dès le plus jeune âge. Tête haute, dos droit, genoux et pieds joints sous la jupe bleu marine, strictement tirée jusqu'au mollet. À l'extérieur du bureau, malgré les fenêtres fermées, on entendait le vrombissement incessant des avions en train d'atterrir ou de décoller. Et Jessica, que ce bruit envahissant perturbait, n'écoutait plus que d'une oreille les explications du commandant en chef de la base aéronavale. Ces explications, à vrai dire, elle les avait déjà entendues plusieurs fois et on aurait pu les résumer en deux phrases. L'accident aérien dont Paul Trent avait été victime s'était produit sans cause apparente. Et l'armée avait donc décidé de clore l'enquête. Ayant sagement attendu que l'officier supérieur ait terminé son exposé, Jessica lui répondit d'une voix calme. Je vous remercie, commandant Perkins, de ce compte rendu très précis. Voilà plus d'un mois que mon mari est mort dans cet accident, et je comprends vos réticences à réouvrir le dossier. Cependant, voyez-vous, en tant que veuve du lieutenant Trent, j'ai le droit de savoir dans quelles circonstances exactes il a perdu la vie. Sans se départir de sa raideur militaire, le commandant Perkins afficha un sourire quasi paternel. Je comprends votre point de vue, Madame Trent, et croyez bien que je m'associe à votre immense chagrin, mais, enchaîna-t-elle avec vivacité, le sénateur Trent, père de mon défunt mari, estime qu'il est préférable de classer l'affaire, c'est ça? Le commandant Perkins haussa les épaules, imperceptiblement agacé. Je ne peux vous répéter que ce qui vient d'être dit, Madame Trent. L'enquête sur la mort de votre mari a été effectuée dans les règles et pour la marine, le dossier est clos. D'ailleurs, le sénateur Trent, que vous venez de citer, a totalement approuvé les conclusions du rapport d'enquête. Dans ces conditions, pourquoi vous obstinez-vous? Jessica se pencha vers son interlocuteur, qu'elle fixa de ses yeux gris, brillants et déterminés. L'opinion du sénateur est une chose, mais la mienne compte aussi. Paul était mon mari, et cela me donne le droit et le devoir d'éclaircir le mystère de sa mort. Le commandant Perkins poussa un profond soupir. Puis, comme s'il cherchait à gagner du temps, il se leva et marcha d'un air pensif jusqu'à la fenêtre. Jessica, qui ne le quittait pas des yeux, ressentit à son égard un élan de sympathie. À l'évidence, cet homme entre deux âges, d'aspect jovial et qui portait avec une certaine allure son début d'embonpoint, devait être un excellent père de famille, et s'il n'avait tenu qu'à lui, il aurait accédé à la requête de cette veuve éplorée, venue directement de San Francisco pour tenter de le faire fléchir. Malheureusement, il avait d'autres impératifs. Il ne pouvait ignorer, en particulier, le rôle de premier plan joué par le sénateur Trent dans les commissions du Congrès où se discutait le budget des armées. Or, le sénateur ne tenait pas à ce qu'on rouvre l'enquête sur la mort de son fils. Se décidant enfin à reprendre la parole, le commandant sourit à Jessica d'un air un peu contraint. Je comprends votre obstination, Madame Trent, mais vous devez aussi vous mettre à ma place. Elle hocha la tête avec un sourire entendu. Oui, commandant, je suis parfaitement consciente des intérêts supérieurs qui doivent guider les décisions de la marine. Mais faites-moi confiance, même si des faits nouveaux apparaissent lors de la réouverture de l'enquête, je garderai ces informations pour moi, sans chercher à faire de vagues. Tout ce qui m'intéresse, c'est de connaître la vérité. Mais pourquoi? Cela ne vous rendra pas votre mari, hélas. Sans doute. Cependant, j'y tiens pour des raisons strictement personnelles. Le commandant Perkins se rassit pesamment devant son bureau. Bon, je vais voir ce que je peux faire. À quel hôtel êtes-vous descendu? Au Paradise, à Destin. Bien, je vous tiendrai au courant. Comme elle le regardait d'un air sceptique, il se mit à rire. N'ayez crainte, Madame Trent, je ne suis pas en train de vous mener en bateau. Elle sourit, reprit son sac à main en lézard et se laissa raccompagner jusqu'à la porte. Donc je compte sur vous, commandant. Quand me donnerez-vous une réponse? Dès cet après-midi, je m'y engage. Merci, murmura-t-elle en lui tendant sa main gantée. Alors qu'elle s'éloignait dans le couloir, de son allure élégante et un peu raide de jeune femme bien élevée, le commandant Perkins resta figé un instant sur le seuil de son bureau pour la regarder.
Cette petite Madame Trent, si naïvement curieuse et résolue, lui inspirait un mélange d'exaspération et de respect. Une demi-heure plus tard, Jessica était de retour à l'Hôtel Paradise, un luxueux complexe touristique installé en bord de mer sur l'un des plus jolis sites balénaires de la côte du golfe du Mexique. Sitôt rentrée dans son bungalow, elle changea son strict tailleur bleu marine pour une robe en cantonade fleurie, dont la forme évasée laissait toute liberté à ses mouvements. Puis, oubliant pour un temps ses soucis, elle sortit dans le jardinet qui entourait le bungalow et, affalée sur une chaise longue, elle goûta la beauté paradisiaque du paysage étalé sous ses yeux. Une longue plage de sable blanc, léchée par une mer turquoise et bordée par de hauts palmiers, dont les branches oscillaient doucement sous la caresse de la brise printanière. Avril, sur cette côte méridionale de la Floride, était la saison la plus agréable. Et Jessica, en s'installant dans ce bungalow avec jardin privé et vue imprenable sur l'océan, espérait bien profiter de son séjour pour se détendre et devenir une femme nouvelle. Un vœu pieux, car elle le savait d'avance, ni la beauté du site, ni la douceur du climat ne pourraient la distraire longtemps des souvenirs obsédants qui se rattachaient à son désastreux mariage avec Paul. Tout avait pourtant si bien commencé. Des noces en grande pompe, sous le regard de la meilleure société de San Francisco, réunis pour la circonstance dans une cathédrale croulant sous les fleurs et les guirlandes, Paul, suprêmement élégant dans son uniforme de gala, n'avait jamais été si beau, et dans ses yeux bleus tendrement fixés sur sa jeune épouse rayonnante, Jessica avait cru lire la promesse d'un amour éternel. Rien, hélas, ne s'était déroulé comme prévu, et leur mariage avait rapidement tourné au fiasco. Que s'était-il passé? Comment le sémillant officier de marine avait-il pu, en si peu de temps, se muer en homme dépravé, buveur et coureur de jupons? Jessica, du fond de sa détresse, ne cessait de se poser cette question angoissante. Avait-elle une part de responsabilité dans le changement drastique survenu chez son mari? À présent que Paul était mort, elle n'aurait sans doute jamais de réponse à cette question, et le gâchis qu'avait été ce mariage resterait inexpliqué. À cette pensée, des larmes amères affluèrent aux yeux de Jessica. Chaque fois qu'elle repensait à Paul, elle avait envie de pleurer, et pourtant, l'annonce de la mort de Paul avait été pour la jeune épouse bafouée une sorte de soulagement. C'était la fin des mensonges, des humiliations, des regards apitoyés, d'amis faussement compatissants. Néanmoins, cette mort brutale avait constitué un choc qui se doublait d'un mystère angoissant. Pourquoi, le soir même de la disparition de son fils, le sénateur Trent s'était-il enfermé longuement dans le bureau où se trouvait le téléphone spécial le reliant à des personnes influentes du département d'État? Et pourquoi, en sortant de ce bureau, avait-il affiché un visage encore plus marqué qu'à l'annonce de la mort de Paul, une heure plus tôt? Jessica, qui entretenait avec son beau-père des relations jusque-là cordiales, avait essayé de le questionner, mais à son grand étonnement, elle s'était vue rabrouée. Que voulait-elle savoir de plus? Les renseignements fournis par la base aéronavale de Pensacola étaient largement suffisants, et un supplément d'enquête n'apporterait rien de neuf. De toute façon, aucune investigation ne ramènerait Paul à la vie. Il était mort en faisant son métier de pilote et il n'y avait rien d'autre à savoir. Dans les heures et les jours qui avaient suivi, un silence pesant s'était abattu sur le manoir de San Francisco, où les Trent habitaient depuis plusieurs générations. Jessica, qui s'y sentait de moins en moins chez elle depuis la mort de Paul, avait patienté un long mois, puis, n'y tenant plus, elle était partie pour la Floride, à la base aéronavale de Pensacola, d'où Paul s'était envolé pour ce qui devait être sa dernière mission. On accepterait peut-être de lui donner des informations plus précises sur la mort de son mari. Mais une fois sur place, et après avoir contacté au téléphone un commandant Perkins plus que réticent, la jeune femme avait dû patienter 3 jours avant qu'il daigne enfin lui accorder un rendez-vous. Cette mauvaise volonté évidente avait confirmé les soupçons de Jessica. L'accident survenu à Paul était entouré d'un épais mystère que ni l'armée ni le sénateur Trent ne tenaient à élucider.
D'où venait cette détermination à étouffer l'affaire? Voilà précisément ce que Jessica voulait découvrir. Assoupie sur sa chaise longue, la jeune femme fut réveillée en sursaut par la sonnerie du téléphone. Elle se leva d'un banc pour aller décrocher. Allô, Madame Trent? Ici le commandant Perkins, au sujet de votre affaire. J'ai contacté l'expert civil qui a dirigé l'enquête sur l'accident. Il accepte de vous rencontrer. Merci, commandant. Quand pourrais-je voir ce monsieur? Cet après-midi, si cela vous est possible. Bien sûr. Dois-je me rendre à la base? Inutile. Il propose de venir vous rendre visite à votre hôtel. Parfait. À quelle heure? Il m'a dit à 16 heures, mais connaissant Luc et son sens élastique de l'heure, je vous conseille de l'attendre avec patience jusqu'à 17 heures ou 18 heures. J'attendrai le temps qu'il faudra, commandant. Elle raccrocha, le cœur gonflé d'un renouveau d'espoir. Pour la première fois depuis la mort de Paul, elle avait l'impression de progresser, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans la connaissance des faits. Aussi se prépara-t-elle à cette rencontre avec l'expert avec autant de joyeuse fébrilité que s'il se fût agi d'un rendez-vous d'amour. Luc avait dit le commandant sans autre précision, et elle n'avait même pas songé à lui demander le patronyme de l'expert. Tant pis, l'important n'était-il pas que ce Luc accepte de la rencontrer? En chantonnant, elle se dirigea vers la salle de bain pour y prendre une douche. Ensuite, elle enfila une robe en toile de lin, joliment taillée et dont la couleur jaune pâle seyait à ses cheveux bruns. Déjà 15h30. Dans une demi-heure, l'expert serait là et il fallait qu'elle puisse lui offrir à boire. Elle téléphona au bar de l'hôtel pour qu'on lui apporte du vin blanc et de la bière. Par la même occasion, elle se commanda un sandwich et un café. Avec toutes ses émotions, en effet, elle n'avait pas pris le temps de déjeuner. Pour grignoter son encas, Jessica s'installa à l'ombre d'un parasol dans le petit jardin du bungalow, très agréable avec sa pelouse bien ratissée et ses éclatants massifs de bougainvilliers contrastant avec la barrière blanche. Ce jardin offrait une vue magnifique sur la plage et la mer. Et Jessica, les yeux fixés sur l'horizon marin, passa en revue toutes les questions qu'elle brûlait de poser à ce Luc. À 16 heures précises, elle vit soudain un homme s'engager sur le chemin pavé qui donnait accès au bungalow de l'hôtel Paradise. L'inconnu était grand et brun, avec de larges épaules, vêtu d'un pantalon de gabardine beige et d'une chemise aux manches retroussées. Il avançait à grandes enjambées, avec la souplesse et l'assurance des grands fauves. Lorsqu'il s'arrêta devant la barrière du bungalow, Jessica comprit qu'il s'agissait du Luc annoncé par le commandant Perkins, et elle se leva pour aller au-devant de lui. Bonjour, monsieur. Fury, Luc Fury, précisa-t-il en pénétrant dans le jardin. Merci de vous être déplacé jusqu'ici, monsieur Fury. Si vous voulez bien vous asseoir. Intimidée soudain, Jessica se tut brusquement et regarda Luc Fury s'installer dans l'un des fauteuils en rotin qui jouxtait la table ronde de bois laqué, protégé par un parasol, et tandis qu'il croisait ses longues jambes dans une posture détendue, elle nota que son visage était loin d'exprimer la même décontraction. Il semblait fatigué et très ennuyé de se trouver là. Dans l'espoir de détendre un peu l'atmosphère, Jessica lui proposa à boire. Que puis-je vous offrir, monsieur? Du vin? De la bière? De la bière, s'il vous plaît. Elle se leva aussitôt et alla chercher dans le minibar une bouteille de bière qu'elle apporta avec un verre sur la table. Luc Fury se saisit de la bouteille et, sans un regard pour le verre, se mit à boire à même le goulot. Un peu choquée, Jessica n'en laissa pourtant rien paraître et déclara avec un sourire mondain. Je pense que pour cet entretien, vous préférerez que nous restions en dehors. Il fait si beau aujourd'hui. Les yeux verts de Luc Fury, qui ressortaient de façon frappante dans son visage mat, scrutèrent la jeune femme sans aménité. Trêve de mondanité, Madame Trent, et si vous le permettez, venons-en tout de suite au fait. Je suis un homme très occupé et je n'ai pas de temps à perdre. D'ailleurs, n'étant pas militaire, je n'étais pas obligé de venir à ce rendez-vous. Interloquée, Jessica soutint bravement le regard insolent fixé sur elle. Puisque rien ne vous y obligeait, monsieur, pourquoi donc vous êtes-vous déplacé?
pour rendre service au commandant Perkins et aussi, je l'avoue, par curiosité. Nous autres, les gens du peuple, éprouvons toujours une grande curiosité pour les mœurs des aristocrates. Elle le regarda abasourdi. Quel rapport ont les aristocrates avec notre entrevue? Il esquissa un sourire bizarre. Ah non, chère madame, ne faites pas l'innocente. Vous devez bien subodorer qu'avant de vous rencontrer, j'ai mené ma petite enquête à votre sujet. Et c'est ainsi que j'ai appris où vous viviez dans un manoir situé à Hillsborough, le quartier le plus chic de San Francisco. Votre beau-père, Jerry Trent, est un sénateur influent. Et vous-même êtes originaire d'une famille huppée de Boston. À présent, vous comprenez pourquoi je vous considère comme une aristocrate. Jessica tressaillit, en proie à une sourde irritation. De quel droit cet homme se permettait-il de la juger, simplement parce qu'elle appartenait par la naissance, puis le mariage à une certaine classe sociale? Si elle n'avait été aussi bien élevée, la jeune femme aurait durement remis à sa place cet expert outrecuidant. Mais elle s'est obstinée, préférant user d'ironie. Autrement dit, monsieur Fury, si je m'étais appelé Mary Smith et que j'avais été la fille d'un épicier, je n'aurais pas eu le bonheur d'éveiller votre curiosité et vous n'auriez donc pas daigné vous déplacer. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous poser la question. Lequel de nous deux est le plus snob? Luc Fury afficha un air exagérément penaud. Touché, madame Trent, vous venez de marquer un point. Elle hocha la tête, un peu surprise qu'il se montre si beau joueur. Eh bien, puisqu'il venait de faire amende honorable, c'était le moment d'aller droit au but. Précision bien les choses, monsieur Fury. Mon beau-père, le sénateur Trent, ne sait rien de ma démarche, et je crois même qu'il la désapprouverait. Ma demande est donc strictement personnelle. Mais croyez bien que je suis conscient de vous avoir dérangé et que... Il l'interrompit d'un air jovial. Oh, cela ne m'a pas vraiment dérangé. J'habite moi aussi dans cet hôtel. Néanmoins, je ne veux pas abuser de votre temps. Je vais donc aller à l'essentiel. Dites-moi tout ce que vous savez sur la mort de mon mari et ensuite je ne vous importunerai plus. Que voulez-vous savoir au juste? N'avez-vous pas lu le rapport officiel? Si, mais je n'en suis pas satisfaite. Peut-on en savoir pourquoi? C'est difficile à expliquer, répondit-elle d'une voix hésitante. Tout s'est passé si vite, l'appel du commandant Perkins annonçant la mort de Paul, les dispositions immédiates prises pour l'enterrement et la décision presque instantanée de mon beau-père de ne pas discuter la version officielle donnée par l'armée. Cette précipitation m'a paru étrange. Le sénateur Trent adorait son fils et je n'arrive pas à comprendre qu'il se soit montré si peu curieux des circonstances de sa mort. Voilà pourquoi c'est à moi, la veuve de Paul, qu'il incombe dorénavant de faire toute la lumière sur cette disparition. Tandis qu'elle parlait, Luc avait détourné la tête et son regard restait fixé sur le flux de la marée montante qui dévorait peu à peu le sable de la plage. Que pensait-il des propos de son interlocutrice? Difficile de le deviner, car même quand les yeux verts revinrent se poser sur le visage tendu de Jessica, leur expression était si énigmatique qu'il fut impossible à la jeune femme d'y déchiffrer le moindre début de révélation. Désolé, madame Trent, tout ce que je sais de cet accident, je l'ai consigné dans le rapport que j'ai remis au commandant Perkins, et même pour vous faire plaisir, je ne peux rien y rajouter. Se levant tout à coup, il décocha un sourire ravageur à Jessica. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais regagner ma chambre. La journée a été longue et je tombe de fatigue. Elle le regardait d'un air médusé. Comment croire que l'entretien était déjà terminé? Luc Fury l'avait-il écouté à dessein, dans l'espoir de la choquer et de lui prouver qu'il était bien ce roturier sarcastique et bougon dont il se plaisait à cultiver l'image, en buvant la bière au goulot et en raillant les bonnes manières des aristocrates? Rien pourtant dans son aspect physique ne laissait soupçonner un tel personnage. Il était plutôt bien habillé, se tenait droit et se mouvait avec élégance. Bah, soupira Jessica, ce fut cet énigmatique Luc Fury, il semblait bien décidé de ne pas lui en dire davantage.
Elle n'avait donc plus qu'à le laisser partir. Cependant, alors qu'il s'était déjà éloigné de quelques pas, il se retourna soudain, comme s'il venait d'être frappé par une idée. Puis-je vous poser une question personnelle, Madame Tarrant? Elle le regarda avec calme. Posez toujours votre question, Monsieur Fury. Je verrai si je peux y répondre. Alors la voici. Pourquoi n'aviez-vous pas assisté aux funérailles de votre mari? Jessica sentit ses joues s'empourprer, tandis que ses yeux fouillaient le regard scrutateur posé sur elle. J'étais malade, dit-elle brièvement. Luc hocha la tête en esquissant un mince sourire. Eh bien, au revoir, Madame Tarrant. Navré de n'avoir pu vous aider dans votre recherche. Sur ces mots, il tourna les talons et s'éloigna rapidement de son pas vif et souple. Songeuse, Jessica le regardait disparaître au tournant de l'allée et durant un long moment, elle restait immobile, complètement découragée. Cet entretien avec Luc Fury représentait son dernier espoir de lever un coin du voile sur la mort mystérieuse de Paul. Submergée d'un amer désespoir, la jeune femme contempla le soleil qui déclinait à l'horizon en teintant le ciel et la mer de marbrure féerique où s'entremêlaient le pourpre, le rose et l'or. Mais la beauté de ce spectacle ne parvint pas à la distraire de son chagrin. Un chagrin qui prenait sa source bien avant la mort de Paul et lui donnait le sentiment d'un immense gâchis. Gâchis d'un mariage raté, dont très vite il n'était plus resté que les apparences. Gâchis d'une grossesse que Jessica n'avait pu mener à son terme, puisqu'elle avait perdu son bébé quelques heures après l'annonce de l'accident de Paul. Là était la véritable raison de son absence à l'enterrement de son mari. Mais cette raison avait un caractère trop personnel pour être confiée à un étranger comme Luc Fury. À pas lents, Jessica rentra dans son bungalow. Après avoir traversé le petit salon, elle pénétra dans la chambre, une pièce joliment décorée de rotins et de chintz fleuris, où une grande psyché permettait de se regarder en pied. Machinalement, elle s'arrêta devant le haut miroir et contempla son image. Encore blessée par les remarques de Luc Fury sur son apparence guindée d'aristocrate, elle voulait vérifier si par son allure et sa mise, elle méritait vraiment d'être ainsi cataloguée. Était-ce sa robe élégante qui l'avait trahi? Peut-être, car pour un œil d'expert, et Luc Fury en était un, il était facile de voir qu'une robe ayant cette coupe raffinée et cette qualité de tissu ne pouvait provenir que d'une boutique de luxe. Quant à sa coiffure, dont un savant brushing avait discipliné et retourné chaque mèche à l'intérieur, elle était visiblement l'œuvre d'un artiste capillaire. Et puis, il y avait aussi le maquillage appliqué par petites touches discrètes qui valorisait l'ovale du visage et donnait aux yeux gris de Jessica la profondeur mystérieuse d'une brune matinale. Le résultat de tant d'apprêt et de soins était indéniablement esthétique, mais convenu et artificiel, exactement comme la société où Jessica avait grandi, chapitrée dès l'enfance par une mère particulièrement fière de ses racines patriciennes. Elle avait appris à contrôler ses émotions en toutes circonstances, et au fil des années, elle avait développé un self-control qui était devenu chez elle une seconde nature. Cependant, tout au fond d'elle-même, elle souffrait d'être cette petite personne bien élevée, pudique et falote, dont sa mère lui avait imposé l'image sans tenir compte de ses vraies aspirations. Alors, en épousant le sémillant Paul Trent, elle avait cru trouver non seulement le prince charmant de ses rêves, mais celui qui lui ouvrirait les portes de la vraie vie, en lui permettant de sortir du carcan imposé par une éducation trop rigide. Dès la lune de miel, hélas, Paul avait déçu les espérances de sa jeune épouse et sans la moindre vergogne s'était révélé sous son vrai jour. Bafouée dans ses aspirations les plus profondes, Jessica s'était tout naturellement réfugiée dans le rôle qu'elle connaissait le mieux, celui d'une jeune bourgeoise, bon chic, bon genre. Un personnage commode qui ravissait son entourage et sous lequel elle avait pu cacher à tous, en particulier à sa belle famille, les désastres de sa vie conjugale. Mélancolique à l'évocation de ses souvenirs, Jessica tourna soudain le dos à la psyché. Et maintenant, que vais-je faire se demanda-t-elle.
retourner à San Francisco dans le manoir des Trent, ou bien aller habiter un temps à Boston dans la demeure maternelle. Aucune des deux solutions ne l'a tenté, car dans un cas comme dans l'autre, il lui faudrait reprendre la même existence qu'avant le drame. Des séances de shopping ou de bridge, entrecoupées de réceptions mondaines, qui feraient de sa vie un lent fleuve ennuyeux. Jeune, jolie et courtisée, elle finirait par se remarier avec un homme aussi léger et inconsistant que l'avait été Paul, son défunt mari. Non, 3 fois non, si elle voulait changer le cours de son destin, c'était aujourd'hui ou jamais qu'elle devait le faire. Et puisque les Trent la croyaient à Boston, chez sa mère, pourquoi ne pas prolonger son séjour ici? Baptisé Paradise, cet hôtel méritait bien son nom, car tout dans ces lieux était paradisiaque. La douceur du climat, la couleur turquoise de la mer, la beauté sereine d'une plage de sable blanc peu fréquentée et la splendeur exubérante d'une végétation tropicale où le vert luisant des feuillages servait d'écrin aux couleurs éclatantes des fleurs d'hibiscus et des bougainvilliers. Ayant pris soudain sa décision, Jessica bondit sur le téléphone et composa le numéro des Trent. En ce début de soirée, sa belle-sœur Hélène devait être rentrée de l'hôpital où elle était infirmière bénévole. Hélène, sa seule amie et complice au sein de la tribu gourmet des Trent. Comme Jessica s'y attendait, ce fut Martha, la gouvernante, qui décrocha. Allô, Martha? Bonjour, ici Madame Trent. Pourrais-je vous parler à Mademoiselle Hélène? Oui, elle vient de rentrer, je vais aller l'avertir. La voix chaleureuse et familière d'Hélène résonna bientôt au bout du fil et Jessica en eut le cœur réchauffé. Fille aînée de Trent et toujours célibataire, en dépit des efforts de ses parents pour la marier, Hélène était de nature expansive et quand elle prenait la parole, il était bien difficile de la lui enlever. Alors, Jessica, qu'est-ce que tu deviens? J'espère que tu apprécies le soleil de Floride, Ménard. Ici, à San Francisco, il pleut et c'est triste à mourir. Mais parle-moi de toi. Où en sont tes démarches? Ça ne doit pas être facile. Jessica lui répondit en parlant du beau temps de la Floride et de l'inutilité de ses démarches. À l'évidence, conclut-elle, personne ne veut rien me dire. C'est la conspiration du silence. À l'autre bout du fil, Hélène fit entendre une exclamation désolée. Que vas-tu faire à présent? Demanda-t-elle. Revenir à San Francisco? Surtout pas. J'ai envie de m'accorder un peu de vacances, en restant ici par exemple. Quelle merveilleuse idée! Tu vas te reposer, bronzer, bouquiner tranquillement et oublier un peu cette tragédie. Et qui sait, peut-être finiras-tu par attendrir le cœur endurci du grand expert. Je te trouve optimiste. Non, simplement, j'ai un principe. Dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Guillaume d'Orange disait: il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour préserver. Magnifique devise, je vais tâcher de l'appliquer. Et moi, pendant ce temps, je vais te couvrir vis-à-vis de la famille. N'aie aucune inquiétude. Papa ne soupçonnera pas une minute que tu es en Floride. Merci, Hélène. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et crois-moi, même si je reste ici pour prendre des vacances, je ne vais pas rester inactif. Tant que je n'aurai pas éclairci le mystère de la mort de Paul, je ne pourrai pas vivre en paix. Dans les jours qui suivirent, le temps demeura doux et ensoleillé. Pourvue de journaux et de magazines grâce à la petite librairie de l'hôtel, Jessica passa le plus clair de son temps sur la plage privée qui s'étendait devant son bungalow. Elle nageait, bronzait, lisait, ou bien tout simplement elle rêvait face à la mer, les yeux abrités sous un grand chapeau. Chaque fin d'après-midi, quand le soleil déclinant commençait à tempérer son ardeur, elle avait coutume de faire une longue promenade le long de la grève. Cela lui permettait de prendre un peu d'exercice et de s'ouvrir l'appétit pour le dîner. Un dimanche soir, alors qu'elle revenait de son habituelle promenade en bord de mer, Jessica aperçut soudain Luc Fury. Depuis leur entretien avorté, 3 semaines s'étaient écoulées et durant ce temps, la jeune femme n'avait entreaperçu l'expert que de loin 2 ou 3 fois. Aussi fut-elle impressionnée et troublée de le revoir subitement et de si près. Vêtu d'un short de bain bleu qui moulait ses hanches minces et dévoilait la superbe musculature de son torse et de ses longues cuisses, il était tourné vers la mer, jambes écartées, épieds
plantées dans l'écume laissée par les vagues venues mourir sur le sable. Profitant de ce qu'il ne la voyait pas, Jessica observa à loisir l'implacable expert. Cet homme, indiscutablement, gagnait à être vu en maillot de bain. Il avait un corps tout simplement sublime. Sans crier gare, Luc Fury se retourna soudain et la jeune femme, prise en flagrant délit de contemplation admirative, eut envie de se sauver comme une gamine effarouchée. Elle n'en fit rien, bien sûr. Habituée à dompter ses émotions, elle s'immobilisa et afficha ce sourire poli et impersonnel qui lui servait si souvent de masque. Bonsoir, monsieur Fury. Hello, madame Tarrant. Vous êtes donc toujours dans les parages? Je vous croyais reparti depuis belle lurette. Eh bien non, rétorqua-t-elle d'un ton froid et mesuré. Je ne suis pas de celles qui se résignent si facilement. Le sourire nonchalant de Luc Fury fit place à une expression intriguée, proche de la contrariété. Dois-je comprendre, madame Tarrant, que vous n'avez pas renoncé à vos investigations? C'est tout à fait ça. Il haussa les épaules. Libre à vous de jouer les Sherlock Holmes. En tout cas, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous décourager. Les yeux verts qui avaient recouvré leur insolence coutumière se posèrent soudain sur le corps bronzé de Jessica, qu'un maillot de bain noir archi-classique dévoilait avec parcimonie. Je vois, dit-il avec ironie, que même pour vous baigner, vous choisissez la couleur noire qui sied aux veuves. Irritée par cette réflexion malvenue, Jessica défia Luc du regard. Vos critiques sur mon maillot sont parfaitement déplacées, monsieur Fury. Visiblement étonné par la vivacité de cette réaction, Luc se réfugia dans la plaisanterie. Cela vous chagrine donc tellement qu'un homme s'intéresse à votre physique? Oui, surtout quand cet homme, par ailleurs, se dérobe aux questions que je lui pose. Vous faites allusion à notre entretien de l'autre jour? Évidemment. Alors que je mettais tous mes espoirs dans cette entrevue, vous m'avez délibérément caché ce que vous saviez. Dans mon milieu, dont vous vous moquez si volontiers, on dirait que ce n'est pas une conduite de gentleman. Je n'ai jamais prétendu être un gentleman. Heureusement, car vous n'en êtes pas un. Et c'est pourquoi je pense, monsieur Fury, que nous n'en avons plus rien à nous dire. Adieu. Il esquissa un geste, comme s'il voulait la retenir, mais le regard sans aménité qu'elle lui lança avant de partir parut la décourager. Alors, reposant la main sur sa hanche, il se retourna pour fixer de nouveau l'horizon. Trop énervée pour regagner tout de suite son bungalow, Jessica résolut d'aller se baigner. Mais elle attendit d'abord que se calment les battements de son cœur. Cet homme, elle ne savait au juste pourquoi, avait l'art de la perturber et de lui mettre les nerfs en pelote. Il y avait en lui une telle morgue, un tel goût pour la dérision, qu'elle ne pouvait engager la conversation avec lui sans en sortir bouleversée. Face à lui, elle sentait craquer sa carapace de bonne éducation, découvrant avec surprise qu'elle était capable de se montrer combative et même agressive. Alors qu'elle s'apprêtait à piquer un plongeon dans la mer, la jeune femme entendit soudain un rire aigu résonner non loin d'elle. Exubérant et sensuel, il dominait le grondement des vagues. Intriguée, Jessica se retourna. Le rire était celui d'une créature rousse et pulpeuse, vêtue d'un minuscule bikini vert pomme, qui courait avec un empressement de femme amoureuse à la rencontre d'un homme planté au bord du rivage, Luc Fury. Quand la belle rousse atterrit dans ses bras, il la souleva en l'air avec une joie de gamin dissipé. Puis, redevenu sérieux, il la fit retomber lentement contre lui et, sans desserrer son étreinte, l'embrassa passionnément. Jessica n'avait pas perdu une miette de la scène. Prenant soudain conscience qu'elle se comportait en voyeuse, cependant, elle détourna la tête et plongea dans la mer.